Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être si nombreux déjà si tôt. Voilà, pour parler de l'histoire globale des socialismes. Merci aux presses universitaires de France, les PUF, d'avoir organisé cette table ronde. Donc voilà, on va parler pendant 1 heure et demie de socialisme, d'histoire globale des socialismes au pluriel, à l'occasion de la sortie récente d'un épais ouvrage consacré à la question. Donc on va en parler avec les trois co-directeurs de l'ouvrage. Jean Numa Ducange, vous êtes historien, professeur d'histoire à l'Université de Rouen, Normandie, spécialiste d'histoire des gauches, de la Révolution française, du marxisme. Stéphanie Rosa, vous êtes philosophe, chargée de recherche en philosophie politique au CNRS. Vous êtes spécialiste des idées des Lumières, de la Révolution française également. Et enfin, Razmik Kesheyan, vous êtes sociologue, professeur de sociologie à l'Université de Paris. Vous vous intéressez au marxisme, aux questions du consumérisme, d'écologie politique. Donc vous voyez, on est au Festival d'Histoire, mais on est en présence d'un historien, d'une philosophe et d'un sociologue. Puisque l'histoire globale des socialismes, c'est le but de cet ouvrage, c'est donc de parler du socialisme avec une approche pluridisciplinaire. Donc voilà, c'est des socialismes, c'est un énorme pavé. Vous verrez, si vous êtes intéressé pour voir l'ouvrage à 14h au stand au Salon du Livre, vous pourrez le voir. Donc ça raconte la trajectoire des socialismes, de ce courant de pensée, de cette famille politique, sans le limiter à un cadre géographique, d'où l'histoire globale. C'est pas une approche eurocentrée, comme on dit. Une approche pluridisciplinaire, on l'a dit. Un ouvrage en 3 parties. D'abord les mots, les concepts du socialisme, les grands moments, les grandes dates, les dates clés, et enfin une dernière partie qui traite des grandes figures de la pensée socialiste. Donc pour commencer, tout d'abord l'ouvrage, l'objet, c'est un dictionnaire, c'est un épais dictionnaire, 1000 pages, environ 80 auteurs. Jean Numa Ducange, je me tourne vers vous pour expliquer un peu ce format, pourquoi un format comme ça. Oui, merci pour cette question. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, c'est un projet de type un peu particulier. Si vous prenez ce qui existe sur l'histoire des gauches ou l'histoire des socialismes, il existe déjà toute une série d'histoires assez valables d'un point de vue chronologique. Simplement, depuis quelques années, je pense notamment à l'année 2018, bon, même si ça n'avait pas eu un écho absolument sensationnel, mais il y avait eu quand même pas mal d'initiatives autour du bicentenaire de la naissance de Karl Marx, donc 1818-2018. Et à cette occasion-là, nous avons pu nous rendre compte que toute une série de collègues, de chercheurs de diverses obédiences et effectivement de différentes disciplines s'intéressaient à l'histoire du socialisme, soit par des entrées parfois très précises, soit par des entrées plus générales, par des entrées biographiques. Il y avait une grande diversité de nouvelles approches qui étaient liées peut-être à une crise effectivement du projet socialiste dans la sphère politique, mais en tout cas, on a pu constater que ce terme-là interrogeait. Parmi les choses qui sont importantes à dire d'emblée, il y a la question de l'histoire globale. Alors vous allez vous dire, surtout ceux qui connaissent bien l'historiographie et qui suivent un peu l'actualité éditoriale, tout le monde fait du global, du transnational, donc après tout, pourquoi pas faire la même chose avec le socialisme. Alors il y a quand même un paradoxe qui est qu'effectivement, depuis un certain nombre d'années, on a beaucoup d'histoire transnationale globale et que c'est lié au renouvellement d'un certain nombre de certaines approches, mais que le socialisme, lui, qui pourtant, consubstantiellement, j'ai envie de dire, à l'origine, idéologiquement, était animé par l'internationalisme, donc par l'idée qu'il fallait pas forcément abolir les frontières, mais en tout cas les traverser pour construire un projet politique collectif. Eh bien, cette idée-là, finalement, socialiste, ça faisait longtemps, en langue française, qu'il n'y avait pas eu d'ouvrage qui essaye de traiter son histoire d'un point de vue global, international. Vous avez eu une histoire des gauches il y a une quinzaine d'années. Vous aviez eu dans les années 1970 une histoire générale du socialisme qui est marquée par son temps et puis qui va fatalement s'arrêter aux années 1970. Donc pour toutes ces raisons, ça nous paraissait important de faire un point, de montrer que ce sujet-là n'était pas non plus un sujet ringardisé, qu'au contraire, on était en train de le reprendre par toute une série d'entrées
Et c'est la raison pour laquelle, plutôt que de faire effectivement une histoire linéaire et chronologique, nous avons choisi de faire quelque chose qui soit plus sur une entrée de dictionnaire, avec des approches conceptuelles, des approches chronologiques, parce que c'est tout de même indispensable pour comprendre les grandes logiques à l'œuvre, et puis aussi parce que il y a des figures qui sont quand même méconnues, et je crois que pour sortir dans du cadre européen, c'était important de le faire, de prendre des figures évidemment très connues de l'histoire du socialisme, Marx, Jaurès, Blum pour en rester au plus célèbre, et puis de prendre aussi par exemple des marxistes latino-américains comme Mariátegui, qui sont connus de ceux que ça intéresse, si je puis dire, mais qui ont eu un apport très important sur le continent américain et qui sont peu connus ici. Donc c'était ces différentes volontés-là qui nous ont animés, qui nous ont amenés à faire ce projet, à le mener pendant 3 ans. Peut-être un dernier point de présentation, puisqu'il a été fait allusion à l'eurocentrisme supposé du socialisme. Bon, il y a toute une série de controverses liées notamment aujourd'hui à l'importance des études postcoloniales sur l'idée que finalement le socialisme serait resté globalement une idée occidentale qui n'aurait pas connu de destinée importante en dehors de l'Europe. Il y a un ouvrage très connu sur l'orientalisme d'Edouard Saïd, première édition remonte à la fin des années 70, où il affirmait notamment que Marx, fondamentalement, était resté quelqu'un animé par une idéologie très ouest-européenne qui n'avait pas grand-chose à dire au reste du monde. Et pour vous prendre juste un exemple concret de recherche récente qui correspond un petit peu à notre esprit, vous avez toute une série d'articles et d'ouvrages récemment sur le tout dernier Marx, sur la façon dont Marx, qui effectivement, pendant une grande partie de sa vie, a été animé avant tout par un projet occidental. Il pensait vraiment que c'était en Allemagne, en Autriche, en France, en Grande-Bretagne, dans quelques grands pays que l'avenir du socialisme allait se jouer. Eh bien, on découvre un dernier Marx qui est beaucoup plus sensible aux réalités extra-européennes et qui essaye de comprendre ses spécificités à travers toute une série de manuscrits. Je vous fais grâce des détails, mais voilà, c'est une articulation assez intéressante, je crois, entre des recherches qui parfois peuvent être très érudites et une actualité de l'historiographie qui a tendance à vouloir penser les idéologies politiques européennes au-delà de l'Europe, ce qui est tout à fait légitime. Encore faut-il pouvoir restituer ça sous la forme, effectivement, d'un ouvrage qui certes fait quand même 1000 pages, c'est un gros pavé, c'est gros, effectivement, mais rapporté à l'environnement politique et idéologique qu'a pu représenter le socialisme à l'échelle de 2 siècles, c'est quelque chose qui finalement relève malgré tout d'une forme de synthèse, parce que évidemment, vous pouvez disserter à l'infini sur l'expérience du socialisme social-démocrate en Europe de l'Ouest, sur l'expérience du socialisme soviétique à l'Est. Et donc, on a essayé d'exclure personne. Ça va, si je puis dire, pardonnez-moi, les deux n'ont rien à voir, mais ça va de Jacques Delors, donc de la social-démocratie centre-gauche européenne, ça a existé dans l'histoire de la social-démocratie, quoi qu'on en pense, jusqu'aux formes, évidemment, soviétiques, qui sont les plus critiquées aujourd'hui, jusqu'au stalinisme, parce que le socialisme a eu différentes réalités historiques, et bien que nous ayons un point de vue là-dessus, bien que nous pensons que tout ça peut contribuer à renouveler un certain nombre d'idées politiques, nous n'avons pas fait un choix parmi les bons et les mauvais, si je puis dire. On a essayé de rendre compte des différentes réalités que l'adjectif socialiste a recoupées pendant 2 siècles, donc en gros de la Révolution française à nos jours. Voilà pour dresser quelques grands éléments de ce projet. Alors, ça n'aura échappé à personne dans la salle. On va dire que dans l'actualité, politiquement, les socialismes, les partis socialistes sont un peu en panne ces dernières années. Le socialisme, c'est souvent une idée qui est couramment qualifiée d'astre mort. Voilà, ça fait plus rêver grand monde, du moins c'est ce que les tendances politiques donnent à voir. Stéphanie Rosa, pourquoi parler de socialisme en ces temps, en cette période préélectorale? Oui, alors d'abord, justement, je pense qu'il ne faut pas être trop franco-centré. Et c'est si le socialisme, effectivement, en France, ne semble pas faire recette en cette année électorale, si on regarde du côté de l'Allemagne, encore une fois, quoi qu'on pense de la social-démocratie allemande, mais ils sont en position de former un gouvernement d'alliance avec d'autres forces politiques, mais donc de revenir au pouvoir. Si on regarde du côté des États-Unis, la dernière campagne électorale a montré qu'autour de la figure de Bernie Sanders et d'un certain nombre d'autres dirigeants, le mot socialisme avait retrouvé un certain relief et une certaine importance dans le débat public américain, ce qui n'était pas le cas, ce qui n'était plus le cas depuis longtemps. Donc, si on regarde à l'échelle du monde,
le paysage est plus contrasté. Et je pense que c'est difficile aujourd'hui de dire, si on regarde à l'échelle globale, que le socialisme est un astre mort quand on voit effectivement les différents espaces. Maintenant, c'est certain qu'il y a un cycle, en tout cas au moins en Europe occidentale, qui s'est ouvert avec la fin de l'Union soviétique, qui est un cycle de reflux du projet, alors évidemment du projet communiste, mais aussi en fait des différents projets socialistes. Aujourd'hui, en France, on est dans une crise majeure, ça c'est sûr, et il ne s'agit pas du tout de le nier. Justement, nous, on a pensé que à une époque où la tentation est grande pour un certain nombre de militants ou de dirigeants de jeter tous l'héritage par la fenêtre, il nous a semblé important de restituer dans cet objet qui est notre histoire globale l'histoire, mais aussi les questionnements, les concepts, les enjeux de l'histoire du socialisme pour faire ce qui nous semble, nous, un bilan d'étape. C'est-à-dire, il ne s'agit pas pour nous, bien au contraire, de faire du socialisme un objet purement historique qu'on mettrait dans une espèce de musée, mais de permettre à tous de se faire une idée de ce qu'ont été les combats des différentes variantes du socialisme, de la manière dont les problèmes se sont posés, pour qu'on puisse faire d'une certaine manière, qu'on puisse exercer un droit d'inventaire sur toutes ces expériences. Qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui peut encore fonctionner, etc. Et du coup, on espère aussi préparer les débats et peut-être, qui sait, les combats de l'avenir. Razmig Kesheyan, quel est l'intérêt de ce regard à la fois historique, philosophique, sociologique sur le socialisme pour comprendre les problèmes contemporains? Peut-être que ce regain d'intérêt dont parlait Jean-Dumas Ducange pour l'idée socialiste, il est lié aussi à la persistance des inégalités dans le monde, à la toute-puissance du capitalisme. Est-ce que c'est peut-être par là que le regain d'intérêt vient pour l'idée de socialiste ? Oui, tout à fait. Le socialisme, on le définit dans l'introduction comme le grand autre du capitalisme, d'une certaine manière, comme l'adversaire du capitalisme. Si bien que, aussi longtemps qu'il y aura du capitalisme, des inégalités, de l'exploitation, de l'aliénation, il y aura du socialisme, des socialistes. Évidemment, le socialisme, il y a des éléments de permanence historique, mais il y a aussi une variation historique. Le socialisme, il mute. Et on peut dire que d'ailleurs aujourd'hui, certaines des thématiques classiques du socialisme sont prises en charge aussi par d'autres types de courants. Par exemple, dans l'écologie sociale, pas toute l'écologie, mais une partie de l'écologie sociale, la thématique des inégalités, par exemple la thématique des inégalités environnementales, ou la question de la protection sociale dans le cadre de la transition écologique, sont des thématiques qui existent. Donc le socialisme a de tout temps été poreux à l'influence d'autres courants. Et dans les transformations en cours, aujourd'hui dans la tradition socialiste, il faut prendre en compte, on le dit notamment dans l'introduction, ces rapports de plus en plus étroits avec certaines traditions écologistes. Encore une fois, c'est pas toute l'écologie, évidemment, pas toute l'écologie politique. L'écologie profonde, par exemple, comme on dit, est assez étrangère à la tradition socialiste, mais une partie de l'écologie dite sociale est en lien, en débat, comme on le voit d'ailleurs dans le champ politique aujourd'hui, à l'occasion des présidentielles, avec certains courants du socialisme plus ou moins radicaux. Donc c'est clairement un courant d'actualité qui va connaître des mutations évidemment importantes dans les années, décennies et siècles même peut-être qui viennent, en France et ailleurs. Mais c'est un livre d'histoire futur aussi, d'une certaine manière. On s'intéresse à l'histoire pour se projeter dans l'avenir. Alors vous insistez sur un point dans votre ouvrage, le socialisme est pluriel, c'est pas une idée monolithique. Vous en détaillez certains concepts. Certains courants, les plus connus, le communisme, l'anarchisme, ça va au social-libéralisme. Quel est le point commun entre tous ces courants dont vous parlez dans votre livre, Jean-Dumas ? Quel est le lien entre des courants aussi apparemment opposés les uns les autres ? Bon, il y a un élément quasiment de méthodologie qui est de dire qu'à partir du moment où un courant politique, depuis en gros la fin du XVIIIe siècle, s'est réclamé de l'étiquette socialiste, on l'a intégré pour l'analyser dans un ensemble. Alors après, évidemment, il y a quelque chose qui est un peu plus compliqué, qui est de comprendre, puisque si on a une définition minimale de socialisme qui vient d'être appelée par Razmig globalement, qui est de dire que face, en gros, au développement du capitalisme industriel, sont nées toute une série de doctrines politiques en réaction à cela, pour critiquer le capitalisme et en gros pour résoudre la question des inégalités sociales. À partir de ce constat d'ensemble très très large, il y a eu une infinité de familles qui sont nées donc dans toute l'Europe
en gros dans les années 1830. Alors après, ce qui est compliqué, j'ai évoqué tout à l'heure le fait qu'il existait déjà des histoires du socialisme dans les années 70, à une époque où on aurait pu le faire, mais ça n'a pas été le choix, parce qu'il y avait suffisamment de matière à traiter, si je puis dire. Si vous remontez plus en amont sur la question des inégalités sociales, bon, vous pouvez remonter à l'histoire ancienne, où évidemment l'adjectif socialiste n'existe pas, mais où chez toute une série de penseurs, parmi les plus éminents comme Platon, vous avez des éléments d'entre guillemets de communisme primitif, d'égalité sociale, de communauté, qui peuvent être rattachés à cette histoire-là. Mais nous, vraiment, l'objectif, c'était de dire, nous allons intégrer tout ce qui a pu se réclamer du socialisme dans ses différentes variantes. Sans d'ailleurs occulter, puisqu'évidemment, on ne peut pas faire l'impasse sur tout ce qui a été les socialismes nationaux, et d'où que le national-socialisme, la forme nazie, puisqu'effectivement, l'adjectif socialiste a été aussi repris par des courants qui sont idéologiquement antinomiques avec ce qu'il était à l'origine. Mais enfin, une fois que vous avez dit que c'était antinomique avec l'origine, il faut comprendre pourquoi cet adjectif-là a traversé l'histoire et un certain nombre de courants. Donc, par exemple, dans l'entrée-nation, on essaie d'expliquer ça, comment il y a eu aussi une volonté d'un certain nombre de courants, entre guillemets, à l'opposé du spectre politique, d'essayer de récupérer cette idéologie-là. Donc, on n'a pas comment dirais-je, on n'a pas essayé de délimiter ce qu'il y avait de bon et de mauvais dans tout cela, mais véritablement de comprendre les différentes familles. Et on commence globalement avec l'histoire de la Révolution française, où il n'y a pas à proprement parler de socialisme, mais où par contre, effectivement, dans la première moitié du XIXe siècle, ceux qui se réclament de l'adjectif socialiste se situent directement, pour ce qui concerne la France, mais ça a été une des grandes terres quand même doctrinales du socialisme, de l'héritage de 1793, d'une sorte de robespierrisme radicalisé. Bon, Robespierre était pour la petite propriété, donc c'est pas exactement du socialisme, loin de là, mais il y a toute une série de courants qui ont généré en réalité cela dans les années 30, 40, et qui ensuite ont pris différentes réalités. Ce que vous évoquiez tout à l'heure, le courant communiste, bon, pendant toute une partie du XIXe siècle, dans un certain nombre de pays, les adjectifs socialistes et communistes sont employés par les acteurs de manière assez indistincte. Donc évidemment, après la révolution bolchevique et la création des partis communistes, ça n'a plus rien à voir et les choses sont clairement définies. Mais le propre de cette histoire, et ça a été rappelé par Razmig, et ce sera probablement la même chose dans l'avenir, c'est que autour d'un même mot se jouent des batailles politiques et idéologiques très violentes au nom des mêmes valeurs, au nom des mêmes origines, parfois au nom des mêmes histoires. On pourrait prendre une infinité d'exemples, même d'histoires qui ont été écrites il y a 30, 40 ans pendant la guerre froide, où tout le monde se réclamait du socialisme, la social-démocratie de l'Ouest, les régimes communistes au pouvoir à l'Est. Ils disaient, cette histoire-là, c'est la nôtre. Et c'est là que c'est difficile parfois, parce que vous avez des couches même historiographiques sur cette histoire-là, où il y avait un enjeu à se réapproprier cela. Alors c'est vrai que l'enjeu maintenant est moins la réappropriation, plutôt le fait, comme disait Stéphanie, que comme c'est jeté par-dessus bord par un certain nombre de dirigeants politiques, là c'est plus de remettre cette histoire-là au cœur de ce qu'elle a été, si je puis dire. Mais voilà, je pense que toutes ces réalités-là ne peuvent pas être ignorées, occultées, parce que si vous enlevez même les personnalités ou les moments ou les concepts les plus gênants, bah, du coup, vous vous privez aussi d'une réflexion sur ce qu'ont pu être les impasses à certaines époques. Donc, je crois qu'il faut vraiment, quand c'est pluralité, évidemment, c'est comme histoire globale. Alors, il y a global, il y a des, donc tout le monde est content, parce que on met souvent des pluriels maintenant dans les titres des ouvrages d'histoire, donc on se dit c'est normal. Mais là, en l'occurrence, c'est comme le global, ça se justifie pleinement par une histoire qui est quand même une histoire très clivée, très contradictoire, et qui probablement va continuer à l'être. Oui, c'est vrai qu'on repense au Parti socialiste qui a récemment voulu tenter de se détacher du mot socialiste. Bon, ça n'a pas marché, mais on voit bien que le but était de s'éloigner de cette idée-là. Pardon. Je voulais revenir quand même sur ma question d'avant. Le lien entre, même s'il y a une bataille tout au long de l'histoire, une bataille pour ce mot de socialisme et pour le charger de différentes manières, il y a tout de même la centralité de la question sociale. C'est quand même le point commun, la base commune des socialismes. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette centralité de la question sociale ? Elle demeure. C'est peut-être, si on veut revenir à un authentique socialisme, peut-être c'est peut-être commencer par là, non, Stéphanie Rosa ? Oui, alors cette centralité de la question sociale, elle remonte à la Révolution française. C'est pour ça qu'on a fait commencer notre chronologie et nos dates à 1793, parce que c'est au moment de la Révolution française que se cristallise. Alors d'une part, on a c'est un bouleversement d'impact mondial, puisque c'est la première fois qu'il y a une refondation politique radicale sur des bases entièrement
sécularisé, c'est-à-dire sans aucune, avec des références très très marginales à la religion, à l'être suprême, etc. Donc on a vraiment, c'est l'invention de la politique au sens moderne, c'est-à-dire des projets entièrement profanes, sécularisés, qui ont pour vocation de transformer plus ou moins radicalement la société. En l'occurrence, pendant la Révolution française, c'est plutôt radicalement. Et puis on a, sous la Révolution, cet autre élément de la politique moderne, qui est l'irruption de masse populaire sur la scène politique, pour la première fois, avec des revendications propres, avec des formes d'organisation propres dans les sections parisiennes et dans les sociétés populaires. Et donc, ce sont ces deux éléments qui expliquent que c'est à la fin de la Révolution française, après effectivement la terreur et après, au moment où la Révolution reflue, disons, sur le plan notamment de l'égalité sociale, que les premières formulations des projets communistes, socialistes et anarchistes émergent. Donc, on est dans ce moment-là, on est vraiment sur une expérience où, pour la première fois, donc, des masses populaires ont exprimé des revendications égalitaristes. Alors, pour la plupart, pas des revendications d'abolition de la propriété privée, mais au moins de limitation des inégalités, d'assurance sur la maladie, le veuvage, la vieillesse, etc. C'est les embryons de ce qu'on connaîtra plus tard comme sécurité sociale, comme retraite, etc. C'est en 1793 que ça prend naissance. Donc le socialisme hérite, enfin les socialismes héritent de cette histoire-là qui est vraiment qui place la question sociale et aussi la question démocratique, parce que il y a deux choses. Il y a l'assurance le droit à la subsistance et l'assurance contre les inégalités, contre le dénuement, mais il y a aussi l'exigence que la souveraineté populaire soit une réalité. Et donc le socialisme, c'est les deux choses à la fois. C'est que les masses populaires soient garanties contre la misère, mais aussi qu'elles puissent exercer un droit de regard et de contrôle sur leurs représentants, qu'elles puissent éventuellement évincer les représentants qui ne correspondent pas à leurs aspirations, qui remplissent pas leur part du contrat, etc. Et donc, la centralité de la question sociale, c'est pas nous qui avons décidé arbitrairement qu'on allait définir le socialisme autour de ça, c'est que le socialisme naît de ces préoccupations-là il y a un peu plus de 2 siècles maintenant. Donc, et les différents courants vont développer un peu chacun leur solution à la question sociale, parce que c'est pas les mêmes. Si on est un anarchiste, alors il y a des anarchistes qui sont pour une petite propriété, qui sont pour des coopératives. Il y a des anarchistes qui sont communistes au sens où ils sont pour l'abolition de la propriété privée, mais aussi pour l'abolition de l'État d'un coup. Il y a les socialistes plus modérés, des gens comme Louis Blanc au XIXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, qui sont pour des limitations des inégalités. Et puis il y a les communistes, il y a le marxisme, comme on le connaît. Donc c'est vraiment des déclinaisons autour de la même question en réalité. Et disons qu'aujourd'hui, une des choses qui nous a amené par exemple, à parler du racisme et du colonialisme sous un certain angle, du féminisme sous un certain angle, c'est qu'il nous a paru important de rappeler que les questions féministes, les questions anticoloniales, anti-esclavagistes, antiracistes, elles avaient été prises en charge par le courant socialiste. Aujourd'hui, on a des antiracistes ou des féministes qui ne souhaitent plus avoir de lien avec les socialismes, avec la question sociale, qui sont dans des revendications qui sont beaucoup plus sectorielles. Nous, on a voulu rappeler que, contrairement à ce qui est parfois reproché à la gauche traditionnelle, il y avait eu, dans l'histoire des socialismes, des féministes, des anticolonialistes, des antiracistes, et que ces courants-là avaient remporté des victoires et avaient obtenu des résultats. Alors Stéphanie Rosa, vous avez parlé des masses populaires. Cet aspect-là est intéressant parce que, et là je m'adresse aux sociologues, le socialisme c'est traditionnellement et historiquement appuyé, il a parlé aux classes ouvrières, aux employés. C'était d'un point de vue partisan politique, c'était son corps électoral. Or, celui-ci a beaucoup muté ces dernières années, notamment. Le socialisme s'appuyait sur une conscience de classe, pour parler en termes marxistes. Or, ces dernières années, il y a un certain nombre de travaux en sciences sociales qui tendent à montrer que la question de la conscience de classe n'était plus si évidente, ou en tout cas, celle-ci a muté, les masses populaires ont muté,
et peut-être que la tension entre l'idée socialiste et son application dans le champ politique, elle est peut-être aussi issue de là, à qui s'adresse le socialisme. Oui, il faut dire que la conscience de classe, c'est pas quelque chose qui apparaît spontanément et naturellement, c'est quelque chose qui est construit historiquement par des organisations politiques syndicales, et ce que vous pointez, c'est le recul historique de ces organisations politiques et syndicales, et par conséquent, le recul historique de la conscience de classe des ouvriers, des classes populaires en tant que classe populaire. Ceci dit, le diagnostic, il vaut pour l'Europe de l'Ouest, mais pas forcément pour des régions comme l'Amérique latine ou même la Chine, où vous pouvez avoir des éléments de remobilisation des classes populaires, autour notamment des enjeux environnementaux d'ailleurs, et de construction, d'émergence évidemment sur la longue durée d'une conscience de classe sectorielle, mais quand même combative, des classes populaires. Donc véritablement, dans cette histoire globale, il y a une volonté aussi de déplacer le regard et de ne pas rester figé sur une perspective qui soit purement européenne. Mais ceci dit, le problème que vous pointez est un problème réel. Encore une fois, le point important, c'est que la conscience de classe, ça se travaille, ça se construit dans la longue durée, et par conséquent, on le dit d'ailleurs dans l'introduction, il faut repenser la question de l'organisation des classes populaires, et c'est là, dans un deuxième temps, dans cette perspective, que une conscience de classe adaptée aux conditions du XXIe siècle pourra renaître. Alors, une autre tension à l'intérieur même du socialisme traverse cet ouvrage, c'est celle entre la théorie socialiste et la pratique, pour le dire vite, entre l'imaginaire révolutionnaire et jusqu'à aujourd'hui le socialisme plus réformiste, pragmatique. Est-ce que en quoi cette tension-là peut-elle nous aider à comprendre le socialisme aujourd'hui, Jean Dumas ou Stéphanie? Oui, mais je peux dire un mot là-dessus. C'est vrai que c'est un des grands enjeux de l'histoire du socialisme dès la fin du 19e siècle. Bon, en gros, de savoir qu'est-ce que l'on va faire à partir du moment où des partis socialistes un peu gros existent, à partir du moment où la situation économique n'est pas non plus au point de déclencher une situation révolutionnaire, et à partir de là, de voir qu'est-ce qui va rester de l'idéal socialiste en faisant des mesures pratiques concrètes. Bon, la première chose à dire là-dessus, c'est que l'histoire peut réserver d'immenses surprises, parce que la façon dont ça s'est passé, ce débat-là, beaucoup de gens, à la fin du 19e siècle, lorsque la situation économique s'était considérablement améliorée, il faut voir que entre les débuts du socialisme, les années 1830 et la fin du 19e, le niveau de vie, malgré tout, des ouvriers a quand même considérablement augmenté en Europe occidentale, qu'il y a des organisations de masse, syndicales, politiques, coopératives, notamment dans le monde germanophone, et que beaucoup, à partir de là, se disent, bon, écoutez, globalement, le système actuel a réussi à résoudre ces contradictions, et que maintenant, on va chercher des aménagements à partir de là. Bon, on sait ce qui a suivi d'une certaine manière avec la Première Guerre mondiale et le déclenchement de la révolution bolchevique, qui a remis complètement à zéro ce débat-là et qui l'a fait rebondir, si je puis dire, avec une voie révolutionnaire radicale qui était liée à une crise profonde du capitalisme, à la guerre et à la révolution. Donc ça, c'est la première chose. Les modalités du débat ne sont jamais arrêtées historiquement, précisément. Il n'y a pas un moment où, parce qu'on a l'impression que parce que telle ou telle situation, la situation s'améliore sociale et politique, ça va forcément empêcher des révolutions. Et de la même manière que la Révolution française en est un bon exemple, puisque la France d'Ancien Régime était un pays relativement prospère, des situations où il y a une richesse accumulée peuvent aussi générer des envies politiques et des envies de répartition et de résorption des inégalités sociales. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, sur la tension idéale révolutionnaire et réforme. Moi, je suis assez convaincu, bien que ce soit controversé, par l'idée globale que dressait un historien britannique, Eric Hobsbawm, pour interpréter le XXe siècle, qui est de dire pourquoi finalement les social-démocraties ont réussi si bien pendant quand même des décennies à réformer, à faire en sorte que dans toute une série de pays occidentaux, on a connu quand même une hausse de l'espérance de vie spectaculaire pendant une dizaine d'années. Lui, il le met en lien avec l'existence du bloc soviétique, donc malgré tout et malgré ces déformations issues de la révolution russe, et de dire, bon écoutez, en gros, s'il n'y avait pas eu une révolution radicale, qu'est la révolution bolchevique et ses suites, quoi qu'on pense de la nature du régime, eh bien, très vraisemblablement, et les dirigeants capitalistes et les sociodémocrates les plus modérés n'auraient pas été aussi loin dans les compromis sociaux qui ont pu existait à une époque, tout simplement parce qu'il existait des systèmes alternatifs et qu'effectivement l'effondrement de ce système alternatif, quand bien même on les juge très critiquables et mauvais, a rendu la situation tout à fait autre et a modifié profondément la configuration de l'époque post-1990. Donc ça, c'est important à dire parce que sinon, on a l'impression que, il y a une espèce de débat historique
un peu atemporels, et un peu les excités, les révolutionnaires, les radicaux, puis deux autres, les gens modérés, raisonnables, qui savent faire des compromis de temps à autre. En réalité, quand bien même les gens s'insultent pendant des dizaines d'années par revendications interposées, par théories interposées, parfois une interaction entre les deux. Et le fait qu'il puisse exister des utopies, des alternatives radicales, rend aussi possible des compromis très concrets en réalité. Et c'est aussi ça dont on a essayé de rendre compte, parce que alors vous allez me dire, il y a une entrée réformisme, une entrée révolution, donc elles sont dissociées, mais je pense qu'il faut penser les choses comme ça, dans une articulation sur la longue durée, de voir que effectivement les compromis, même les plus modérés, les plus entre deux, résultent parfois de vagues révolutionnaires radicales. Je terminerai juste parce qu'on parlait de l'Allemagne tout à l'heure. D'où vient la tradition de cogestion à l'allemande? Vous savez, les grandes coalitions, les syndicats qui sont plus modérés et plus massifs qu'en France. Ça vient d'une vague révolutionnaire, ça vient de 1918, qui face à la vague révolutionnaire qui avait déferlé sur l'Allemagne à la suite de la défaite de la guerre et évidemment l'impact de la révolution bolchevique. Très rapidement, les syndicats modérés et le patronat allemand ont signé un accord, d'ailleurs qu'ils ont célébré en grande pompe en 2018 lors du centenaire, pour dire voilà, il faut se mettre d'accord sur toute une série de choses, mais ça a quand même permis des avancées sociales, mais c'était aussi un moyen de juguler l'idéal révolutionnaire, et en même temps ça a permis d'obtenir un certain nombre de choses dans ce cadre-là. Donc je pense qu'il faut penser ces choses-là les unes avec les autres, sinon effectivement on sera dans des logiques toujours atemporelles et des oppositions qui sont en apparence très claires, mais qui en réalité sont plus compliquées. Alors ce livre fait voyager, vous l'avez dit, on va en Amérique latine, en Chine, mais du coup pour revenir sur la situation sur la France, dans cette histoire globale des socialismes, quelle est la singularité française? Y en a-t-il une? Quelle place occupe le socialisme français dans ces socialismes globaux? Stéphanie? Alors c'est une question qui est très vaste parce que ça nous oblige à balayer les plus de 2 siècles d'histoire. La première chose, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que c'est le rôle, disons, fondateur de la Révolution française qui a fait naître. Alors il y avait des utopistes avant la Révolution française. Il y a eu des révoltes plus ou moins radicales avec des revendications égalitaristes. Mais c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Globalement, on était sur le terrain des utopies, donc du roman, un peu de l'élucubration philosophico-littéraire, quoi, sans prise sur la réalité. Soit on était dans des expérimentations qui étaient souvent des expérimentations un peu millénaristes, avec une forte connotation religieuse, l'avènement du royaume de Dieu sur terre, avec tous les hommes qui sont frères et du coup plus d'inégalité, mais avec une tonalité très eschatologique. Après la Révolution, on a des idées politiques, on a des projets politiques. Donc la France joue un peu le rôle de matrice primitive de ces courants. Maintenant, après, et donc dans le premier 19e siècle, on a des socialistes et des communistes français qui sont souvent aussi, alors pas les socialistes, on en a toutes sortes, mais il se trouve que le courant communiste est très lié au républicanisme. C'est souvent les néo-babouvistes, donc qui se réclament de la filiation de Babeuf, sont aussi des gens qui se réclament de la filiation de Robespierre et des Jacobins. Donc on a cette connotation républicaine dans le socialisme français qui est très forte du fait de la Révolution et de la manière dont ça s'est passé à la fin du XVIIIe siècle. Mais selon les biographes et selon les historiens, c'est Karl Marx. C'est en allant à Paris, en exil en 1843-44, et en rencontrant les néo-babouvistes français qu'il aurait été gagné à l'idée communiste. Donc on a ce lien, et au XIXe siècle, j'en ai parlé ailleurs, mais dans la plupart des courants socialistes européens, on a la référence aux Lumières et à la Révolution française qui est présente, qui est importante. Donc c'est la France aussi qui a produit Proudhon, donc qui a joué un rôle au XIXe siècle important dans la constitution des différentes doctrines socialistes. D'une certaine manière, on change d'époque à partir de la fin du XIXe siècle, et on se déplace, on va dire, de l'autre côté du Rhin, parce que à partir de la fin du XIXe siècle, il y a la social-démocratie allemande qui émerge et qui devient un parti de masse, le premier parti de masse
du mouvement ouvrier socialiste de l'histoire. Et donc là, on va avoir, c'est l'Allemagne avec son grand parti, avec toutes les organisations internes, avec sa presse, avec ses clubs de sport, avec ses chorales, avec ses écoles du parti, etc., qui va devenir un modèle. Donc on se déplace plutôt du côté allemand à ce moment-là. Et puis ensuite, évidemment, avec la guerre et la révolution russe, disons le cœur du socialisme mondial va encore se déplacer du côté de la Russie et de l'Union soviétique. Voilà, et ensuite, il y a le XXe siècle avec tout ce qu'on sait, avec la révolution chinoise. Voilà, donc ensuite, on va dire que la France perd ce caractère de centralité. Mais disons que, on va dire que le moment français du socialisme international, c'est plutôt, je dirais, à la fin du XVIIIe siècle et dans le premier XIXe. Alors, on l'a dit, la troisième partie de l'histoire globale des socialismes est consacrée aux figures, aux prophètes, comme on dit parfois, de l'histoire des socialismes. Dans cette partie-là, vous donnez à voir toute une galerie de portraits qui n'ont parfois pas grand-chose à voir les uns les autres. Hein. Ça va de Jaurès à Mao, en passant par Angela Davis. Enfin, on apprend, on découvre même des figures qu'on ne connaissait pas. Pourquoi cette entrée par les personnages historiques? Est-ce que c'est parce que le socialisme, l'idée socialiste, a historiquement donné une grande place aux figures, à une certaine mythologie de personnages historiques, contrairement peut-être à d'autres grandes idées politiques? Quelle est la place de toute cette mythologie dans l'idée socialiste, de tous ces personnages historiques? Oui, je veux bien dire un mot là-dessus. Tout d'abord, il peut arriver que certains estiment, lorsqu'on fait des ouvrages d'histoire et autres, que l'entrée biographique est une entrée qui, si je puis dire, est viable au niveau commercial, mais n'est pas forcément la bonne pour traiter de manière approfondie la complexité de l'histoire, pour le résumer à l'extrême. Il se trouve qu'effectivement, vous avez raison de pointer le fait que, malgré tout, malgré le fait que le socialisme soit un mouvement collectif qui visait à organiser les masses et à les mettre en action et en mouvement, quand même, on le sait moins souvent, mais un des grands débats qui a animé la fin du 19e siècle, c'est pas uniquement le débat réforme-révolution, qui est un grand débat et ça ne fait aucun doute. Ça a été l'idée de la place des intellectuels, mais pas que des intellectuels au sens de ceux qui réfléchissent, mais des gens qui sont extérieurs au mouvement ouvrier, mais qui, parce qu'ils ont les moyens, ils ont une culture diplôme, historique, etc., de se mettre, entre guillemets, au service des masses et au service du socialisme. Et rapidement, c'est vrai qu'il y a eu, et ça a été d'ailleurs critiqué par la sociologie naissante, et même Roberto Michels, quand il critique la social-démocratie allemande, il critique déjà la tendance à l'oligarchie, la bureaucratie, mais aussi le tendance à fétichiser les chefs. Il y a une place importante d'un certain nombre de dirigeants politiques qui vont être l'incarnation et donc d'un mouvement plus large. Alors, ça a des effets contradictoires, mais ce qu'il faut rappeler d'abord, parce qu'on parlait des spécificités du socialisme français, c'est que par exemple dans le cas du socialisme français, c'est vrai que vous avez beaucoup de figures de premier plan qui ne sont pas du tout des ouvriers, qui ne sont pas du tout même des gens issus des milieux populaires. Jaurès en est l'incarnation, un professeur d'université en philosophie, etc. Il vient pas d'un milieu très aisé, mais enfin c'est quelqu'un qui est quand même élevé socialement. Léon Blum, le premier chef socialiste à diriger un gouvernement en France et d'ailleurs en Europe à l'époque. Donc on a une tension assez forte entre des organisations politiques qui, à l'époque, étaient pourtant assez solidement implantées dans le monde ouvrier, et le fait que les individus qui, entre guillemets, se mettent à leur service sont pas nécessairement des gens issus des milieux populaires, au contraire. Donc, ça, c'est vrai qu'il y a cette tension-là. En même temps, moi, je suis parce que ça a provoqué une réaction qui consiste à dire, regardez, le socialisme, c'est quelque chose qui est finalement déconnecté du monde ouvrier, parce que c'est finalement une idéologie d'intellectuel. Alors, il y avait un anarchiste russe qui avait diagnostiqué ça très très tôt, de manière assez intelligente, c'est pas du tout ma tasse de thé, mais qui disait le socialisme, c'est le socialisme des intellectuels. C'est une production idéologique d'intellectuels qui ont des utopies, des rêves, des choses très construites, qu'ils projettent sur les masses ouvrières qui, elles, ont des aspirations autres, en fait. Donc il y aurait une sorte de trahison un peu d'éclair des intellectuels par rapport à tout ça. Donc ça, c'est une thématique qui existe. Moi, je suis très circonspect là-dessus, parce que, d'une part, à un moment donné, le rôle de ces individus dans l'histoire a été de donner des porte-paroles à des masses populaires qui, probablement, pendant toute une époque, n'en auraient pas eu si ces individus-là n'avaient pas existé. Et par ailleurs, et c'est ce que
on a essayé de faire, vous l'avez rappelé au départ. Moi, je ne suis pas pour dire qu'il y a le monde ouvrier et les mouvements ouvriers à la base, qui sont, si je puis dire, quasiment authentiquement purs et qui ont été pervertis par des philosophes ou des théories venues de l'extérieur. Je pense qu'il y a une articulation très forte entre les deux et que les dirigeants politiques qui ont théorisé un certain nombre de choses, parfois de manière très subtile, très complexe, et dans un premier temps inaccessible aux ouvriers, comment dirais-je, aux masses populaires à qui c'était destiné. Entre-temps, il y a des médiations, ça a été rappelé, il y a eu des écoles de formation, il y a eu de la propagande dans le bon sens du terme. On a une entrée propagande, la propagande, c'est à l'origine, il y avait un verbe en français, propagander au 19e siècle, c'était très positif. Donc tout ça ne laissait pas de place au débat. Donc je pense qu'il ne faut pas opposer les individus, les grands chefs qui quasiment automatiquement seraient des éléments qui empêcheraient le mouvement populaire de se développer. Au contraire, je pense qu'il y a une articulation entre les deux qui est assez forte et qui mérite intérêt. Vous pouvez avoir une théorie très compliquée, Marx en est un exemple éminent, qui écrit des centaines de pages sur le capitalisme de manière très précise, avec un propos qui est absolument inaccessible, ne serait-ce qu'à même l'élite ouvrière cultivée de l'époque, mais qui parallèlement fait des petites brochures de formation pour expliquer très clairement ce que c'est la plus-value, l'exploitation des travailleurs. Donc, il faut faire attention à ne pas laisser penser que ces individus-là sont nécessairement déconnectés des masses qui sont censés représenter. Parce que une des raisons pour lesquelles un certain nombre de gens, notamment les responsables politiques, jettent par-dessus bord l'héritage socialiste, c'est de dire, tout ça, ça a été des gens complètement déconnectés, qui en fait ont théorisé des choses qui n'avaient rien à voir avec la réalité sociale, il faut en revenir, entre guillemets, au par en bas, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas revenir au par en bas nécessairement toujours, mais il y a un danger à considérer que toute théorisation, tout parti et tout leader politique, par essence, est mauvais. Alors, vous avez parlé de la culture, la formation, les intellectuels qui donnent une certaine structure intellectuelle à l'idée socialiste. On en vient forcément à la question du militantisme, qui évolue beaucoup, en fait, et qui est assez mutante. Razmik Köseyen, quelle est la place du militantisme dans la culture socialiste ? Et est-elle, cette culture-là, cette culture militante socialiste, est-elle en crise actuellement ? Alors ça, c'est une vaste question aussi. D'une certaine manière, l'histoire des socialismes, c'est une épopée. Une épopée, qu'est-ce que c'est ? C'est la naissance d'un peuple nouveau, au cours de l'histoire. Et dans les épopées, il y a des grands personnages. D'où la partie sur les figures qu'a discuté Jean Numa. Mais il y a aussi des personnages peut-être moins connus, mais qui ont leur importance aussi dans le déroulement de cette épopée-là. Et la figure du militant, qui est aussi une figure qui va évoluer au cours de l'histoire, est une figure absolument centrale, extrêmement valorisée dans toutes les traditions qu'on évoque, que ce soit la social-démocratie, au sens du socialisme étroitement défini, le communisme, bien entendu, l'anarchisme, etc. Ça, c'est quelque chose, évidemment, d'absolument central dans tout ce dont on discute. Et on s'intéresse beaucoup aussi dans cet ouvrage aux médiations, comme l'a dit Jean Numa, c'est-à-dire aux médiations qui existent entre les intellectuels, par exemple universitaires, mais pas uniquement, et les militants, par exemple, par l'entremise de la lecture du journal ouvrier, ce genre de choses. Alors, est-ce qu'aujourd'hui le militantisme est en crise ? Il l'est certainement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de militants, on appelle ça parfois même plutôt aujourd'hui des activistes. La différence entre les militants et les activistes, peut-être, c'est que l'activiste n'est pas forcément organisé au sens traditionnel du terme. Il n'est pas encarté dans un parti, que ce soit le Parti socialiste ou le Parti communiste. C'est un activiste qui s'active, entre guillemets, dans le cadre de causes, par exemple les mobilisations pour le climat aujourd'hui. Et donc, ces formes de militantisme, elles mutent considérablement. Ça renvoie à une question que j'évoquais tout à l'heure, qui est la question de l'organisation, qui est une question à laquelle on consacre pas mal de place dans l'introduction. Ce qui est central, me semble-t-il, pour la réinvention du socialisme au XXIe siècle, c'est de réinventer des formes d'organisation politique et syndicale qui soient adaptées aux conditions nouvelles du XXIe siècle. On ne va pas refaire le XIXe ni le XXe siècle, encore moins, mais on ne va pas non plus abandonner la question de l'organisation qui, pour moi, pour nous, je crois, reste absolument centrale dans tout projet socialiste. Alors, on a beaucoup parlé de ce qu'il y avait dans cet imposant volume. Cependant, il y a des choses, vous verrez si vous en avez un entre les mains, il y a des choses qui peut-être vont vous apparaître absentes, qui vont pas apparaître justement. Là, c'est la question des choix. Du nombre de signes, du nombre de pages. Comment vous avez décidé de garder tel courant, tel concept, telle date, telle figure, et d'évacuer tel autre. Est-ce que ça a été un choix difficile, de longue haleine Est-ce que c'est une question aussi qu'on vous pose régulièrement ? Pourquoi il n'y a pas tel courant, telle figure ?
Oui, Twitter, c'est terrible pour ça, parce qu'évidemment, en permanence, vous avez des collègues qui Quels vous sont- disent quels vous sont avez les oublié un reproches tel, etc. Du monde entier, fatalement. Et monde pourquoi, moi, le grand dirigeant socialiste de tel pays, bien sûr. Non, Pourquoi non, moi je suis pas dedans quoi. Ouais. Je sais pas, Oui, enfin, il y a alors bon, évidemment, il y a il y a forcément une part d'arbitraire qui est la culture, disons, théorique et puis politique qu'on a tous les trois, donc qui fait que, par exemple, comme on nous a posé la question, on n'a pas confié l'entrée Staline à un stalinien. C'est un choix. On aurait pu le On faire. nous l'a demandé, hein. On nous a posé cette On vous l'a question-là. reproché On l'a reproché aussi. Voilà, donc il est clair qu'il y a des choix qui sont tout simplement ceux des co-directeurs de ce volume et qu'on assume, hein, qu'on défendra si jamais il y a des critiques. Mais il y a aussi un aspect qui est peut-être plus matériel. C'est aussi est-ce qu'on dispose de spécialistes sur tel ou tel sujet qui sont capables de faire une entrée parce qu'on avait quand même un certain nombre d'exigences. Disons d'attendus pour chaque notice. On voulait que les notices conceptuelles, notamment, elles aient une ampleur internationale, que ce soit pas franco-français trop centré sur la France. On voulait que, on a apprécié le fait que chacune des entrées, et notamment les entrées conceptuelles, mais pas seulement, soient des espèces soient un peu des petits essais, c'est-à-dire pas simplement restituer, même si c'est important évidemment, de façon érudite, disons, les éléments historiques, les éléments de contexte, les grandes articulations proprement historiques, mais qu'il y ait aussi derrière des thèses, hein, tous ceux qui ont collaboré à cette histoire globale ont un point de vue sur le socialisme qui est un point de vue à la fois de chercheurs, mais aussi voilà, de socialistes, souvent, pas toujours, mais souvent. Et donc, ces entrées, on a aussi choisi les gens à qui on les demandait un peu en fonction de ça. Donc, on a voulu que le dictionnaire ne soit pas justement trop un dictionnaire au sens une encyclopédie avec de l'érudition, mais aussi que la vie, disons, interne du socialisme apparaisse dans les entrées sous forme effectivement de thèses soutenues avec lesquelles on n'est pas forcément toujours d'accord en tant que co-directeur, mais on a souhaité qu'il y ait aussi cette pluralité de voix, y compris au niveau politique et pas seulement théorique. Oui, alors il y a des entrées qui vont vous apparaître peut-être surprenantes. Il y a une notice sur le cinéma ou la sensualité. Qu'est-ce que ça raconte, l'idée socialiste et sensuelle ? Oui, alors, avant d'arriver à la sensualité, plus évident, le cinéma. Bon, je me disais qu'il y avait une entrée propagande, dans laquelle, évidemment, théoriquement, le cinéma aurait pu être intégré par certains aspects. Non, mais si, justement, on traite de la totalité des familles politiques s'étant réclamées du socialisme, bon, donc, évidemment, vous ne pouvez pas faire l'impasse au XXe siècle, d'une part sur l'expérience soviétique, mais surtout les modèles qui se sont plus ou moins réclamés de l'URSS sous différentes formes, où évidemment le cinéma a joué un rôle extrêmement important pour la propagande, mais pas seulement. Donc exclure ce type de forme artistique qui nous paraissait complètement impossible. Donc il y a aussi une entrée d'ailleurs littérature du même type. On ne peut pas traiter cette question-là si on prend juste les dirigeants politiques, les grands débats théoriques. Le socialisme, pour toute une série de gens, c'est passé par parfois plutôt de la littérature, parfois par des films, par des présentations. Si vous voulez, un des grands succès du Front populaire, hein, c'est le film de Renoir, co-organisé avec la CGT, qui raconte la Révolution française. Enfin, tout ça fait partie de l'univers, parce que autant je suis pour dire qu'il est important de travailler sur les théoriciens, parce qu'ils ont eu une influence même indirecte, quand bien même leur texte n'était pas toujours lu, autant il y a eu des moyens de diffusion populaire de l'idée socialiste. Vous avez des millions de gens dans le monde qui se sont engagés au nom du socialisme, qui n'avaient pas forcément lu la moindre ligne d'un texte théorique ou très peu, et qui en revanche, eh bien, la médiation qu'ils avaient de tout cela, ça pouvait être des écrivains, des cinéastes, etc. Donc ça, c'est très important de le rappeler. Alors sur la sensualité, bon, typiquement, c'est notre collègue Thomas Boucher qui l'a fait. Bon, probablement il y a 30 ou 40 ans, peut-être que l'entrée sensualité n'aurait pas été
présente ou aussi présente. Là, c'est typiquement l'illustration de ce qui vient d'être dit, à savoir qu'un collègue a beaucoup travaillé sur le corps, la sensualité dans le socialisme, sur la façon dont tout ça a joué aussi dans les courants politiques. Et ce qui est intéressant, parce qu'évidemment, c'est pas la première fois qu'on me demande ça, sur la sensualité, ça fait un peu l'entrée, oui, que vient faire la sensualité au milieu de, je sais pas, Lénine, Staline, enfin, on a l'impression que ça c'est un peu dépareil dans le décor, quoi, alors que bon, c'est pas évident. Mais ce qui est intéressant, parce que pour le coup, cette notice-là est très globale, elle essaye de prendre différentes réalités nationales, différentes époques, c'est que typiquement le socialisme a été, donc, comme je le disais, pas uniquement des débats théoriques, mais une question de solidarité militante, de banquet, enfin pour la tradition française, mais pas que la tradition française, un certain nombre de révolutions ont quand même commencé par des banquets, par le fait qu'il fallait manger ensemble et que tout ce qui est tourné autour du corps, du repas, de la bonne chair, eh bien développait un certain nombre de choses. Et il le montre bien. D'ailleurs, il lit même des textes de toute une série de dirigeants politiques, socialistes, communistes, pour voir, est-ce qu'un tel ou un tel, parce qu'il a fait une synthèse de ses travaux, mais il explique bien, est-ce que Jaurès aimait bien manger? Est-ce que ça dit quelque chose du personnage sur son rapport aux autres? Mais le socialisme, c'est de la réalité vécue. Quand les gens sont engagés, ils sont engagés. Et à certaines époques, c'est pas au jour le jour, c'est nuit et jour. Pendant la révolution bolchevique et la guerre civile, il y a des gens qui meurent littéralement de ne pas dormir au-delà même des combats. Donc il y a une réalité très, très violente de tout cela. Et bien au milieu de ça, oui, il y a des formes plus sensibles de vie quotidienne. Et là, ça rejoint un petit peu aussi un courant historiographique plus profond qui vient pas mal d'Allemagne, l'Alltagsgeschichte, l'histoire de tous les jours, de voir comment les choses se passent, au-delà des grands événements, des grandes césures, des grands moments héroïques, parce que le socialisme, c'est des moments héroïques, mais c'est aussi des militants qui font des choses, entre guillemets, qui n'ont rien d'exceptionnel au jour le jour, mais dont il faut rendre compte par un certain nombre de choses. Je crois même, je sais plus si c'est dans ses ouvrages ou la notice, il parle d'une figure comme Thorez, qui a priori n'est pas la figure la plus sensuelle par excellence, mais il prend toute une série d'exemples de relations avec sa famille, c'est-à-dire, oui, il y a une forme voilà, c'est des individus comme les autres aussi, même les dirigeants de premier plan. Donc, ces réalités-là sont aussi présentes et on peut pas les écarter, sinon effectivement on passe à côté d'une certaine manière, d'une quotidienneté même de tout cela qui est importante. Alors il y a beaucoup de choses dans ce livre, on ne va pas pouvoir tout aborder aujourd'hui, et néanmoins on va passer à une série de questions parmi vous. Oui, monsieur. Alors je voulais savoir, parce qu'il n'y a pas un micro... 10 baladeurs, non. On va reformuler les questions, oui. Alors je vais parler fort. J'imagine qu'il y a une entrée yougoslave, nord-coréenne dans votre livre. Est-ce que vous avez fait quelque chose de particulier sur la spécificité française? On parlait de Robespierre, mais on est un des rares pays à avoir 3 mouvements trotskistes qui sont encore vivants à l'heure où je vous parle. Et puis alors ma question, c'est surtout pour le sociologue, parce que j'ai vu que vous étiez membre de la gauche radicale suisse. Et est-ce qu'il y a une entrée gauche radicale suisse? Et est-ce que vous pouvez nous dire comment, moi je trouve que c'est un grand espoir que dans ce grand paradis fiscal qu'est la Suisse, il y ait encore une gauche radicale, dont vous êtes le représentant. J'aimerais que vous nous éclairiez sur la gauche radicale suisse. Alors la première question, c'était sur les Yougoslaves et la spécificité française du... Alors, juste très vite, parce qu'on a fait le choix, on aurait pu le faire aussi, de ne pas faire d'entrée par pays. Donc voilà. Par contre, sur la Yougoslavie, qui effectivement a été un modèle à l'international pendant très longtemps. Il y a une entrée autogestion qui a été rédigée par Franck Georgi, où il est question pendant une bonne partie de la notice sur la façon dont l'autogestion, entre guillemets, parce que c'était pas si autogestionnaire que ça, mais la problématique de l'autogestion, comment elle a traversé toutes les gauches internationales, notamment à partir du modèle yougoslave. Par exemple, si quelqu'un me demande pourquoi il n'y a pas d'entrée Fidel Castro ou Che Guevara, je suis au courant qu'ils ont joué un rôle très important au XXe siècle. Il y a une entrée 1959 dans la chronologie dédiée à la révolution cubaine et à la tricontinentale et son influence mondiale. Donc parfois, il y a un petit peu parce qu'évidemment, on a tout relu, plusieurs fois d'ailleurs, nombreuses fois, tout le monde, bref. Et donc, il y avait des complémentarités à chaque fois. Donc, on a essayé de ne rien oublier d'essentiel en jouant sur nos différents registres. Voilà. Et sur les trotskistes, pas de problème, j'ai fait l'histoire du trotskisme, je vois très bien, vous avez raison, c'est très important. Il y a une entrée extrême gauche rédigée par un collègue, Ilanuc, qui est plutôt spécialisé sur le trotskisme à la base, qui rend compte
des diversités. Alors oui, vous avez le charme hexagonal avec ce que vous venez de rappeler, bien sûr, mais il y a toute une série de pays où il y a des courants, par exemple maoïstes, qui ont subsisté, qui ont existé. Si vous prenez la coalition qui aujourd'hui gouverne le Portugal, de coalition de gauche qui est social-démocrate, le bloc de gauche portugais vient pour une bonne partie d'anciens trotskistes et d'anciens maoïstes qui étaient assez forts jusqu'aux années 80 et qui, entre guillemets, se sont reconvertis, bon, changé évidemment, mais dont certains sont des anciens dirigeants de ça. Donc c'est présent à travers différentes réalités, différentes entrées. Et il y a une entrée Trotsky comme figure historique avec son influence à l'échelle du XXe siècle. Alors la deuxième question, c'était sur la gauche radicale suisse, Razmig Kecheyan. Je crois que vous avez des choses à nous dire. Oui, alors l'entrée Trotsky est rédigée par un historien suisse, figurez-vous, Jean Batou. Donc, voilà. Tout se rejoint. Excellent historien, et l'entrée est vraiment passionnante. Donc je ne suis plus membre de la gauche radicale suisse puisque j'habite en France depuis une vingtaine d'années. Donc, mais dans gauche radicale, il y a un terme très intéressant qui est radical, qui est un terme qui, je crois, jusqu'aux années 70, on n'utilisait pas pour caractériser certains courants de la gauche. Comme l'a rappelé Jean Numa, on utilisait au contraire pour s'orienter dans les mouvances de la gauche, réforme ou révolution, réformisme ou courant révolutionnaire. Depuis la crise du paradigme révolutionnaire du XXe siècle, qui était principalement celui de la révolution bolchevique, il me semble, il faudrait faire une enquête plus précise à ce propos, que cette terminologie du radical, de la radicalité, appliquée à la gauche, c'est aussi appliqué à d'autres courants, mais sur ça je ne m'étends pas, eh bien, a proliféré, donc peut-être depuis une vingtaine, une trentaine d'années. Évidemment, radical, c'est assez flou. En tout cas, c'est plus flou que réforme et révolution. Et peut-être que ça dénote aussi une forme de crise du paradigme révolutionnaire, comme je le disais. Peut-être que dans la réinvention d'un socialisme pour le XXIe siècle, il faudra peut-être dépasser ce type de terminologie vague ou floue, non pas pour renouer avec l'opposition du XXe siècle entre réforme et révolution, mais peut-être pour stratégiquement remettre en circulation des paradigmes ou des manières de réfléchir qui soient plus précises, et qui soit adossé évidemment des expériences de masse, comme toujours dans la tradition socialiste. Y a-t-il une autre... Oui. Il y a des questions. Allez-y, n'hésitez pas à vous lever et à parler. C'est soulèvement fort un idéal socialiste au sens global, mais hors les murs, avec des organisations politiques ou syndicales qui soit sont complètement absentes, soit sont à la remorque de ce mouvement révolutionnaire. Alors, y a-t-il une entrée soulèvement populaire, type Chili 2019, et y a-t-il abordez-vous des soulèvements donc hors les murs, hors des formations partisanes, si j'ai bien compris. Alors, tout le monde pourra... Tu veux répondre, vas-y. Ouais, juste, il y a deux choses à dire. La première chose, c'est qu'on s'arrête chronologiquement, on s'arrête en 2008. La dernière entrée chronologique, c'est 2008. Parce que après, c'est vraiment, c'est de l'actualité, quoi. C'est des histoires chaudes. Donc, il nous a semblé qu'on n'avait pas suffisamment de recul pour traiter d'événements très récents comme ça. 2019, c'est trop récent en fait. Ça nous a paru un peu trop récent. L'autre aspect, c'est que on n'a pas voulu, justement, on a voulu s'en tenir à une histoire des socialismes, hein, et tous les soulèvements populaires ne font pas référence au socialisme. On a pris un peu pour marque, pour point de repère que les acteurs dont on parle ou que la période dont on parle se revendiquent un minimum du socialisme, d'une forme ou d'une autre, mais enfin du socialisme. Et ce qui s'est passé dernièrement, à notre connaissance, il y a sans doute des socialistes dans les soulèvements populaires de ces dernières années, mais la référence au socialisme n'est pas du tout centrale. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas, pour ces deux raisons, on n'a pas inclus les soulèvements populaires récents. Dans les courants contemporains, il y a une entrée sur le populisme, par contre, et qui est évidemment un courant historique ancien qui remonte au XIXe siècle et qui est très présent dans le champ politique aujourd'hui, et notamment à gauche, comme vous le savez. Et donc, exactement, il y a toute une problématisation sur le rapport entre ce qu'on appelle populisme de gauche, en France, en Espagne par exemple, et les socialismes, sachant que les populismes de gauche ont plutôt renoncé à la référence au socialisme, en tout cas explicitement. Et par conséquent, il y a toute une problématisation très intéressante dans l'ouvrage, dans cette entrée-là, sur le rapport. Par ailleurs, dans les soulèvements que vous évoquez, je pense que la référence explicite au socialisme n'existe, à ma connaissance, pas vraiment en Algérie, au Chili, etc. Ce sont
des soulèvements populaires, en effet, qu'il est difficile de caractériser, à la fois politiquement et sociologiquement, et en tout cas dans lesquels, me semble-t-il, en effet, la référence au socialisme est relativement absente, parce qu'elle renvoie sans doute au monde du XXe siècle dans ces pays-là. Or, ces mouvements s'inscrivent en contre, d'une certaine manière, en contradiction avec les organisations politiques et syndicales qui sont les héritières de ces socialismes du XXe siècle. Mais ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas. Et l'ouvrage a aussi pour objectif de remettre en discussion dans des mouvements de ce genre-là cette référence au socialisme, toute la diversité des socialismes existants historiquement. Bon, on verra évidemment si ça marche. Et oui, un tout petit mot là-dessus sur les soulèvements entre guillemets arabes plus récents. L'entrée révolution qui brasse assez large au niveau conceptuel et historique est rédigée par Matthias Miedl, un collègue allemand. Toute la dernière partie est consacrée quand même à ce que révolution veut dire à partir des années 1980, c'est-à-dire avec la décomposition du bolchevisme, de l'Union soviétique et jusqu'à nos jours, comment le terme révolution continue à être employé, je dirais presque qu'il est, il est presque de plus en plus dissocié de son sens historique premier, effectivement d'héritage socialiste. Mais ça pose évidemment question à ceux qui d'habitude l'associent. Mais c'est quand même présent de la même manière que, si je ne dis pas de bêtises, parce que j'en ai fait un certain nombre de notices, la notice parti va jusqu'au plus contemporain, en disant que, parce que beaucoup disent, regardez, c'est la fin des partis politiques, c'est terminé, etc. Bon, si vous regardez, on sait que la situation politique européenne qu'on connaît relativement bien, vous avez toute une série de configurations où des partis sociaux-démocrates, parfois des partis issus donc de l'extrême gauche du communisme, continuent, par exemple, à gérer, sont dans des coalitions, dans des gouvernements, à gérer des municipalités avec un nombre de militants important. Je ne dis pas que toutes ces expériences sont toutes formidables sur le fond. Là, je ne suis pas responsable politique, c'est pas à moi de juger, mais on ne peut pas non plus dire que tout ça est terminé et qu'il n'existe plus rien. Quand vous dites que, par exemple, dans les classements internationaux, Vienne est la ville la plus agréable du monde, c'est pas parce qu'il y a le palais des Habsbourg ou l'impératrice Sissi ou je ne sais quelle chose de l'ancien régime, c'est parce que vous avez une social-démocratie qui était très offensive sur le logement social, la première du monde dans les années 1920 et qu'il en reste des traces et qui continue à la gouverner. Je ne dis pas que c'est un modèle forcément mondial si extraordinaire que cela, mais tout de même, ça c'est directement un héritage du socialisme historique qui continue à vivre et qui a des conséquences concrètes sur la vie quotidienne. Alors c'est moins trendy que d'autres choses peut-être aujourd'hui, mais ça existe. Et il est bon de le rappeler aussi, qu'on n'est pas dans un univers où tout cela a complètement disparu et que ça n'a plus aucune influence sur rien, plus aucun impact. Ce n'est pas vrai. Par contre, le niveau d'éclatement est maximal. Et idéologiquement, tout ça est mal défini désormais, ce qui rend la chose difficilement identifiable. Mais ce n'est pas parce qu'elle n'est pas identifiable qu'elle a disparu. Une autre question. Oui, monsieur. Il y a un monsieur dans le fond aussi. Il y a un monsieur sur le côté. Est-ce qu'il est possible de dégager une définition des termes communiste, anarchiste et socialiste ? Faut acheter le livre. Donc la question, c'est est-il possible de dégager des définitions entre les termes anarchisme, communisme et socialisme ? Non mais juste très vite là-dessus, je le disais rapidement, si on prend sur la longue durée, en incluant jusqu'à nos jours où ça devient compliqué, ces termes peuvent être soit quasiment opposés, comme des familles politiques opposées, quand c'est socialiste et communiste dans le sillage de la révolution bolchevique. Il y a un texte très connu, bon, faut connaître, mais bon, de Lénine en 1918, qui jusqu'à présent était un social-démocrate, au sens strict, il faisait partie de la Deuxième Internationale, il se disait social-démocrate. Quand il écrit « Que faire », il parle que des sociaux-démocrates, parce qu'il n'y a que ça, donc c'est un vieux terme venu de la Révolution de 48, qui allie le social à la démocratie, ça correspond à la définition qui en a été donnée tout à l'heure, et parce qu'il y a eu le ralliement des socialistes et des sociaux-démocrates au crédit de guerre, et parce qu'ils sont opposés à la Révolution bolchevique, lui dit « Bon, moi je vais puiser dans... l'histoire du 19e siècle, notamment dans le moment où certains ont mis en avant l'adjectif communiste, notamment Marx en 1848, et maintenant nous serons communistes. Et là, c'est notamment défini par la propriété collective des moyens de production, le fait qu'il ne faut pas faire de compromis avec la propriété privée sur un certain nombre de points. C'est un exemple historique parmi d'autres, mais à chaque fois, il y a des redéfinitions. De même que l'anarchisme, si vous prenez Proudhon, qui a une entrée, Proudhon est un théoricien du socialisme au sens large. Mais il est considéré comme un père fondateur de l'anarchisme parce qu'après, au bout d'un moment, les adjectifs vont être employés de manière beaucoup plus distincte et opposée. Mais selon les périodes, je vous dis, typiquement en France, entre 70 et 14, donc fin 19e, les adjectifs, Jaurès par exemple, si vous me demandez ce que Jaurès est un socialiste et communiste, je vais dire c'est un socialiste, il est membre du Parti socialiste, il a fondé... Oui, mais il peut employer l'adjectif communiste de manière comme un synonyme de socialiste. Donc, vous voyez, c'est vraiment en fonction des périodes. Mais ça, c'est différentes réalités, on les a mises effectivement dans le livre. Il y avait une question au fond. Oui, monsieur, n'hésitez pas à parler fort. Oui, excusez-moi. Bravo, camarade, pour ce travail-là. Moi, je vais courir acheter le bouquin tout de suite au salon du livre en ces heures sombres. Ça fait vraiment du bien. Vous êtes de Cherbourg, c'est ça, non ? Pardon ? Cherbourg, c'est ça, non ? C'est ça, oui. Je me souviens.
La mémoire historienne. Non, juste, c'est l'entrée sensualité là, qui m'a mis la puce à l'oreille sur l'aspect de la quotidienneté des socialistes. Et moi, je voulais savoir, parce que ça a été abordé d'ailleurs sur on va dire la construction pour aller vite d'un socialisme deux socialismes du XXIe siècle. Je voulais savoir quelle était la part des entrées dans l'ouvrage sur justement, est-ce qu'il y a une partie sur les lieux du quotidien du militant socialiste. Je m'explique. Par exemple, moi, la fête de l'humain, c'est des souvenirs de sensualité militante. Je n'osais pas le dire tout à l'heure à la fête de l'humain. Merci. Moi aussi. Et attendez, ne me prêtez pas des... Mais par contre, encore pas plus tard, c'est pour ça que c'est compliqué, pas plus tard qu'hier, on vidait une bouteille de vin face à la catastrophe de la gauche française actuellement. Enfin voilà, il y a toutes ces espaces de quotidienneté. Et moi, je voulais savoir quelle était la part. Est-ce qu'il y a des entrées, par exemple, fête de l'UMA, des entrées, la section, les réunions de section, enfin, tous ces lieux de sociabilité, alors qui semblent effectivement, c'est pour ça que l'entrée sensualité m'a mis la puce à l'oreille, parce que c'est effectivement, à côté de Lénine, à côté des grandes figures, les Blum, etc., il y a aussi de la production de sens dans ces lieux-là, dans ces réunions de section, dans la fête de l'UMA. Et là, pour être... excusez-moi, je m'épanche un petit peu. Moi, j'arrive donc de Cherbourg et on organise le voyage à la fête de l'UMA Normandie le 20 novembre, à Rouen. Et dans la dernière réunion de section, cette perspective de la fête de l'UMA Normandie, les copains, les copines, c'était un moment, au vu de ce texte, Sensuel. c'était un moment de remobilisation politique, mais à travers quelque chose de très quotidien. Comment on loue le bus, qu'est-ce qu'on propose à manger au stand de la Manche, quel débat on fait, quel artiste on invite, etc. Ma question, c'est ça, quelle est la part de, justement, de la sociologie des lieux de sociabilité qui produisent du sens dans l'ouvrage. Voilà, merci. Stéphanie Rosa. Oui, alors en fait, cet aspect des choses, il est un peu disséminé. Il n'y a pas d'entrée fête de l'UMA, non. Mais par contre, dans l'entrée partie, dans l'entrée, on a évidemment il y a l'entrée sensualité, mais il y a tout ce qui est, il y a l'entrée militant, il y a l'entrée éducation aussi, parce que on parle là de moments de convivialité, mais il y a aussi la quotidienneté de la vie militante, c'est aussi la formation. Comment est-ce que traditionnellement les organisations elles forment les gens, les écoles du parti, etc. Donc tout ce tissu effectivement quotidien du socialisme, il est présent en fait dans l'ouvrage. Et comment dire, je pense que c'est d'autant plus, je pense que c'est important, c'est un aspect important à souligner parce qu'aujourd'hui c'est quand même quelque chose qui s'est beaucoup perdu et qui est lié à la crise des organisations, ces organisations qui même quand elles existent encore n'assurent plus ou assurent beaucoup moins cette fonction de socialisation, de formation et de convivialité à la fois. Et moi, je trouve que ces questions sont importantes parce qu'elles posent le problème elles sont directement liées à des questions politiques, qui est de fonctionner ensemble et d'être, d'être capable de se discipliner à fonctionner ensemble. Parce qu'avec l'éclatement des organisations, avec la disparition ou vraiment l'affaiblissement très important de la formation, les organisations politiques sont aujourd'hui effectivement ce qui était dit tout à l'heure. Soit on leur substitue de l'activisme, donc sans organisation, sans référent commun et sans discipline collective. Et même dans ce qui reste des organisations de gauche, les habitudes de décider démocratiquement ensemble quelque chose qu'ensuite on applique tous ensemble, ça s'est perdu. Ça s'est beaucoup affaibli. Et donc je pense qu'un des enjeux, on dit tout à l'heure, on a dit de manière un peu générale que la question de l'organisation, c'était une des questions, un des défis du socialisme de l'avenir. Moi, je pense que c'est vraiment un des défis les plus redoutables. Et ce qu'on a un peu voulu induire aussi avec cette histoire du socialisme, c'est que
les formes d'organisation héritées du passé, les partis, les syndicats, mais aussi voilà les centres de formation, les fêtes, tout ça, c'était des choses, enfin c'était un trésor perdu qu'il faudrait, à mon avis, et je pense que les autres co-directeurs ne diront pas le contraire, qu'il faut réinvestir, parce que finalement, avec l'éclatement, avec le caractère de plus en plus individualisé des formes de politisation et de militantisme, ben, la gauche est paralysée en France. Et ça se voit, on voit le résultat, quoi. Il y avait une question par là. Oui, monsieur. Et après, allez-y. Allez-y. Ouais, très bien. Très bien. On va rappeler les questions. Très bien. Alors, deux aspects. Alors, la première question, c'est quelle est une différence entre la gauche et le socialisme ? C'est vrai parce que avec cette histoire globale des socialismes, il y a l'histoire des gauches qui est traversée. Ouais. Oui, non, ça a été une des questions du départ. Est-ce qu'on fait une histoire des gauches et une histoire des socialismes ? Il a été tranché, en fait, très vite, l'idée de faire une histoire des socialistes parce qu'il y avait un ensemble de familles au niveau doctrinal, bon, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, qui faisait sens. La gauche, si vous voulez, ça reste une délimitation qui fait sens aujourd'hui dans un certain nombre de pays pour un certain nombre pour une certaine fraction de la population, certes. Il y a des familles de gauche, il y a des valeurs de gauche, une identité, tout ce que vous voulez, bon, qui fait de moins en moins sens en plus pour un certain nombre de gens, mais c'est encore un autre débat. Mais historiquement, la gauche, si vous voulez, ça devient très compliqué. Si vous faites une histoire des gauches rigoureuse, la gauche, c'est juste une délimitation parlementaire, à la base, avec toute une série de choses. Vous pouvez être, si je schématise, mais c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, donc je vais être très rapide, vous pouvez être de gauche et n'avoir absolument aucun rapport avec le socialisme, le mouvement ouvrier, le communisme, le marxisme, tous les termes que vous avez énumérés ensuite. Benjamin Constant, à son époque, éminent penseur conservateur et libéral, est quelqu'un qui est de gauche par rapport à la réaction royaliste la plus dure. Les libéraux sont de gauche, une partie des militants républicains sous la monarchie de Juillet sont avec les pro-Napoléon, parce que être bonapartiste et être pro-Napoléon sous la Restauration, voire encore sous la monarchie de Juillet, c'est être d'une certaine manière dans l'opposition de gauche. Louis-Napoléon Bonaparte a passé du temps en prison pour avoir été un opposant. Donc la gauche, si vous voulez, c'est une délimitation tellement large. D'ailleurs, vous avez une histoire des gauches qui a été faite chez Armand Collin par un collègue, où il inclut, à juste titre, il ne fait pas de l'histoire du socialisme et du communisme, il fait de l'histoire aussi du libéralisme, parce que, effectivement, la gauche, ça peut être quelque chose... D'ailleurs, il y a même un débat sur, quand vous dites « Ah, la gauche, comme ça, historiquement », vous incluez des gens qui n'ont plus rien à voir avec le socialisme et le mouvement ouvrier. Ce qui pose toute une série de questions, mais ça nous emmènerait loin. Et sur communisme et marxisme, non, il n'y a pas c'est pas synonyme, puisque l'adjectif communiste, et c'est devenu communiste. Oui, très largement avec l'expérience soviétique, pour le coup, c'est que le marxisme, à partir du moment où a existé l'URSS qui s'en réclamait haut et fort, quoi que l'on a dit et quoi que l'on pense, là, il y a eu pendant longtemps quasiment quelque chose de synonyme. En même temps, dans le socialisme français, Léon Blum, en 1920, lorsqu'il fait la sécession avec les communistes, il y a un vote majoritaire du Congrès, il se dit marxiste, même quand il est chef du gouvernement populaire. Bon, je vous accorde, c'est pas ça qui met en avant le plus quand il est chef de gouvernement en 1936, mais il se dit encore marxiste. Donc l'adjectif marxiste, vous avez des socialistes, sociodémocrates qui se disent marxistes jusqu'au bout, jusqu'à la fin. François Mitterrand, quoi qu'on en pense, etc., gagne le congrès avec des gens qui se réclament du marxisme, congrès du Parti socialiste des années 70. Donc ça dépend des pays. Il y a certains pays où c'est devenu synonyme et d'autres où c'est resté pendant longtemps. Le marxisme dépasse largement l'histoire même des partis communistes, quoi. Voilà. Y a-t-il une autre question ? Oui, monsieur. Marxiste libertaire, toute la panoplie, quoi. Est-ce que vous accordez de la place à la lecture bolchevique de la Révolution d'octobre, qui me semble assez qui me semble assez aujourd'hui. Alors, non pas c'est un peu opportuniste, je pense à Henri Weber quand elle fait une critique début des années 80, et puis qui à la fin des années 90 dit c'est génial, Martov, Kolsky avait tout compris, avait tout pris sur la révolution d'octobre, mais parce que tout simplement, si aujourd'hui le socialisme et le communisme sont en grande partie discrédités dans l'esprit des gens, c'est du fait que la mémoire de l'expérience soviétique qui a pu se révéler
Françoise, etc., à beaucoup d'égards. Et l'intérêt de cette lecture menchevik, c'est quand même de rappeler que le socialisme doit s'instaurer dans une société bien particulière, enfin, qu'il y a des conditions techniques, sociologiques, etc. Alors, évidemment, c'est lié à la question de l'occidentalocentrisme. En fait, ce sont les sociétés surindustrialisées. Et de rappeler quand même que la révolution a eu lieu au contraire, enfin, comme on disait à l'époque, dans un pays arriéré. Il me semble que ce n'est pas forcément inutile dans les débats d'aujourd'hui, et ça pose tous les problèmes, du coup, quel sens un socialisme peut-il avoir en Bolivie, au Venezuela, etc. Est-ce que vous abordez ces questions-là? Donc, quelle place à la révolution, Razmik, à la révolution d'octobre? Alors, directement, ce débat sur le menchevisme, il en est question, bien sûr, dans l'entrée sur la Révolution. Mais à ma connaissance, dans mon souvenir, on n'a pas un des développements très, très longs sur ce sujet-là. Il y a une figure qui reprend un peu les débats que tu évoques, c'est Gramsci, qui pour le coup fait l'objet d'une entrée. Et chez Gramsci, comme tu sais, il y a cette distinction entre les sociétés dites occidentales et les sociétés orientales. Gramsci est quelqu'un qui réfléchit à ce qui survient en Russie en 1917 et qui se dit la Russie de l'époque, c'est quand même une société bien particulière. Il faut acclimater en quelque sorte les conditions de la révolution russe dans les pays qu'il appelle occidentaux, et notamment l'Italie, dans laquelle il milite et dans laquelle il est un fondateur du parti communiste italien. Et donc, c'est pas tant une critique de la révolution russe en tant que telle, dans les conditions dans lesquelles elle se déroule en Russie, qu'une réflexion sur ce qu'il appelle la traduction. Gramsci, à l'origine, c'est un philologue, donc il y a tout un réseau de vocabulaire de type philologique, linguistique chez lui, la traduction de la révolution russe dans les conditions de l'Europe occidentale. Et ensuite, ça continue vers l'Ouest, en Amérique latine, comme tu sais, dans tout et notamment en Argentine, du fait de l'immigration italienne notamment, il y a toute une réception de Gramsci et une relecture de Gramsci, et d'une certaine manière, tout le populisme de gauche que j'évoquais tout à l'heure, c'est une lointaine résurgence, sous des formes évidemment altérées considérablement, de débats qui avaient eu lieu sur les conditions de la révolution dans des pays à majorité agraire, comme par exemple la Bolivie, etc. Mariátegui est aussi rattaché à ce débat-là, mais d'une autre manière. Donc voilà, donc le débat que tu évoques est pas vraiment le même que celui que j'évoque moi, mais c'est une réflexion sur les limites de la révolution russe, à la fois son influence, sa force propulsive, etc., tout ce qu'on connaît, mais aussi ses limites quand elle surgit dans des pays qui ne sont pas du même ordre, où la société civile, comme dit Gramsci, est particulièrement robuste, contrairement à ce qui se passe en Russie, etc. Voilà. Y a-t-il une question? Oui, monsieur, encore? Oui, alors, oui, abordez-vous la question du productivisme et le lien entre productivisme et socialisme? Est-ce que c'est incompatible? Alors oui, c'est présent parce que l'écologie est présente. À la fois dans l'introduction, il y a un article qui porte sur l'écologie politique et il y a un article qui porte sur Rachel Carson, qui est une des grandes figures de l'écologie politique américaine des années 60. Et il y a dans ces textes-là, peut-être ailleurs, je ne me souviens pas exactement, des critiques du productivisme, avec en arrière-fond cette idée qu'une forme de, comme on dit aujourd'hui, convergence des luttes entre socialisme au pluriel et écologie sociale, ou écologie qui s'intéresse au social, doit avoir lieu, mais que pour cela, une forme de droit d'inventaire de ce qui a été le productivisme de beaucoup de courants socialistes doit être fait. C'est une question qui n'est pas du tout évidente. Il ne s'agit pas juste de dire on va critiquer le productivisme parce que le productivisme détruit la planète. Bien sûr qu'il y a ça, mais d'un autre côté, des formes de productivisme ont aussi conduit à des types de progrès relatifs, évidemment, mais qu'il s'agit de ne pas sous-estimer dans l'histoire du XXe siècle. Historiquement, Bien sûr. Alors, le lien entre totalitarisme et productivisme est là encore un débat épineux, mais disons, c'est pas une question centrale dans l'ouvrage, cette question du productivisme, mais c'est présent, et c'est présent pour la raison que j'évoque, qui est que dans le socialisme du XXIe siècle, le rapport avec les thématiques écologiques sera de plus en plus important. C'est une évidence, de toute façon. Y a-t-il une autre question? Alors, pour rester sur la question du productivisme, on voit bien que, oui, ça traverse aussi l'ouvrage, que le socialisme a été productiviste, a été un acteur du productivisme. Les courants majoritaires du socialisme, pas tous. Les courants majoritaires, oui. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est une question qui fait encore énormément débat, qui est même explosive au sein des partis qui se réclament
plus ou moins du socialisme. C'est une question vraiment parce qu'elle est en rapport avec la question du travail, de l'emploi, de l'économie, et on en vient à la place de l'économie dans l'idée socialiste, en fait. C'est-à-dire que il y a c'est une question quand même qui est encore très mouvante, très mutante, et là on est en période électorale, si on s'intéresse à ce que les différents partis de gauche disent par rapport à la question productiviste, on aura plein de réponses différentes. À mon sens, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, ça commence à converger quand même. Alors évidemment avec des formes de radicalité plus ou moins grandes, mais la critique du productivisme est quand même quelque chose d'assez consensuel dans les partis, à des degrés divers, encore une fois. Je ne dis pas que c'est parfait et que tout le monde pense la même chose. Parce que tout simplement, on s'aperçoit que la crise environnementale devient un des grands enjeux d'aujourd'hui, notamment pour les activistes qu'on évoquait tout à l'heure, et que si on veut transformer ces activistes en militants d'une certaine manière, c'est-à-dire les organiser, il va falloir prendre au sérieux cette question de la crise environnementale. En arrière-fond, il y a une question économique à laquelle, à ma connaissance, personne n'a la réponse, qui est de savoir si les formes de croissance verte, ou un capitalisme vert, ou des formes de dépassement du capitalisme, mais qui consistent à continuer à croître économiquement, sont possibles. Ou est-ce qu'au contraire, la dynamique de croissance que l'on connaît aujourd'hui, et même de dépassement peut-être plus tard du capitalisme dans une forme de socialisme, est forcément décroissante? Ça, c'est un débat en cours. Hein. Personne n'a, à ma connaissance, formulé une réponse entièrement satisfaisante à cette question-là. Donc, en gros, c'est le débat autour de la décroissance et des modalités différentes de la décroissance. Et que signifie décroissance? Décroissance de quoi, concrètement? Il y a des débats en cours, pas seulement d'ailleurs dans les gauches. Hein. Il y a des économistes éminents, je pense notamment à Philippe Aghion au Collège de France, qui ont écrit des choses, à mon sens, critiquables mais intéressantes sur des sujets de ce genre. Et en dernière instance, la question que vous posez dépend de la réponse qu'on apporte à cette question économique, pour le coup, de la possibilité d'une croissance qui ne soit pas destructrice des écosystèmes. Ça, on ne sait pas encore, en fait. Alors moi, si je peux rajouter un mot, parce que la question du productivisme, elle peut être réinscrite dans une question plus large et peut-être encore plus difficile à résoudre, c'est celle du progressisme. Quand même, historiquement, au 18e, 19e siècle, la gauche a été, les socialismes ont été largement, les héritiers de l'idée de progrès. Ils ont placé, et notamment la tradition communiste, mais pas seulement, ils ont placé leurs espérances et leurs projets dans la continuité d'une démarche scientifique, d'une démarche, d'un rapport matérialiste et scientifique au monde. Ils ont cherché à former aussi des générations de militants dans cette perspective-là. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que la question, à quelles conditions peut-on rester progressiste, et qu'est-ce que ça veut dire être progressiste pour un socialiste au début du XXIe siècle, elle est extrêmement importante. Elle est d'autant plus importante que, récemment, les événements cet été, la crise vaccinale, les manifestations anti-pass sanitaires, etc., ont montré toute l'actualité de cette question. Pourquoi accorder sa confiance en la science? Qu'est-ce qu'il faut penser des technologies? Est-ce qu'il faut, comme certains décroissants, etc., le disent, est-ce qu'il faut se méfier par principe du progrès scientifique et technique ou pas? Et il y a une entrée progrès que j'ai rédigée, et où on voit qu'en fait, dès le 19e siècle, ces questions, elles sont déjà posées. C'est-à-dire la question du rapport entre progrès scientifique, progrès technique et progrès moral et humain. Est-ce que l'un va toujours de pair avec l'autre ou pas? On se rend compte qu'en fait, chez les socialistes, c'est déjà en question, qu'il y a des oscillations. Alors, la réflexion n'est pas toujours, d'ailleurs, très, très arrêtée, mais il y a des oscillations où parfois on dit que ce que les socialistes veulent, c'est avant tout le progrès humain, un progrès moral, etc. À d'autres moments où on est beaucoup plus certain que le progrès scientifique et technique va porter naturellement un progrès humain, une société plus humaine. Donc, je pense que cette question du progrès scientifique, du progrès technique, effectivement aussi de la croissance économique ou pas, aujourd'hui se pose dans toute leur dans toute leur actualité, et aussi avec quand on pense à la crise sanitaire, avec des conséquences tout à fait concrètes et tout à fait cruciales pour notre temps. Alors peut-être un dernier aspect, et qui est lié à la question du progrès, du productivisme, des mutations technologiques et du travail, puisque cette année, le grand thème des rendez-vous de l'histoire de Blois, c'est le travail. Le socialisme, c'est historiquement pensé
en rapport avec les travailleurs, en questionnant l'aliénation la dépossession des travailleurs de leur outil de travail. Voilà, je pense là, par exemple, avec les mutations technologiques et les nouveaux travailleurs, par exemple du numérique, qui sont complètement dépossédés, qui travaillent dans des conditions très compliquées. Voilà, cette question du progrès, elle est liée au travail. Il y a une entrée qui est consacrée au travail. Ouais. Aliénation, voilà. Pas oublier grand-chose, oui. Je sais pas, peut-être Razmig, est-ce que tu veux... Oui, je pense que... Peut-être un mot après. Vas-y. Non, mais juste sur le travail, ce qui est intéressant dans le rapport de tous les gens dont on a parlé là, au travail, c'est que vous avez eu des moments, par exemple, de rejet des machines. C'était le mouvement Luddite au début du 19e siècle, où en fait, le progrès, pour le coup, scientifique, et le fait qu'on construisait des machines pour se substituer aux bras, aux individus, c'était quelque chose de perçu très négativement jusqu'à la destruction de la machine, qui était vécue comme quelque chose d'indispensable pour pouvoir revendiquer, pour se révolter pour le coup. Ça, c'est entre guillemets pré-socialiste. Et c'est vrai que le rapport au travail a pu évoluer parce qu'après, il y a eu la fierté d'être un travailleur, la fierté du travail bien fait, même d'être l'ouvrier qui a le savoir technique, parce qu'entre-temps les diplômes ont évolué, qu'on a un savoir technique pour faire marcher la machine, qu'on est le seul à pouvoir faire marcher la production. Et le fait de se mettre en grève à ce moment-là voulait dire, regardez, il n'y a que moi qui peux appuyer sur le bouton. C'est plus compliqué qu'un bouton, vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a que moi qui peux le relancer. Donc le rapport au travail était complètement contradictoire. Et d'ailleurs, chez Marx, là c'est le débat où je vais ensuite, sur le rapport à Marx, à toutes ces traditions-là, au travail en tant que tel. Vous avez des passages, parce que c'est une œuvre foisonnante, puis c'est des manuscrits souvent de Marx, où effectivement il y a une forte critique du travail aliéné, pour ce que ça représente par rapport à la dépossession du travailleur. Et il y a en quelque sorte une utopie alternative qui consiste à dire, nous les socialistes, nous devons nous réapproprier le travail. Le but, c'est de ne pas travailler ou de faire en sorte qu'on ait une société d'oisiveté. Ça, certains socialistes étaient comme ça, mais la perspective marxiste, souvent du mouvement ouvrier, était plutôt de dire, les travailleurs, c'est nous qui produisons les richesses. Nous sommes fiers avoir cette centralité. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique en partie la décomposition du mouvement ouvrier. C'est qu'effectivement, quand on a détruit toute une série d'industries délocalisées, etc., c'est qu'on a évidemment licencié beaucoup de gens ou on a reconverti, mais on a dépossédé les gens de ce qui faisait le sens de leur existence aussi en tant que travailleurs. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, l'éclatement, tous azimuts, tout ce que vous avez dit ensuite là sur le numérique, eh bien, rend beaucoup plus difficile la constitution d'une conscience collective. Mais il est important de voir comment ça s'est passé dans l'histoire, parce que c'est pas vrai qu'il y a eu des industries qui sont nées comme ça en quelques années et qui ont occupé l'entièreté du monde salarial occidental. Non, c'était très divers, très dispersé pendant longtemps. Et un des objectifs des socialistes, c'était de donner une conscience et un sens au collectif, quand bien même la dispersion existait. Donc de ce point de vue-là, effectivement, on n'est pas uniquement, parce que c'est au programme de Blois, cette année, au programme du CAPES et de l'agrégation par ailleurs, bref, que le travail a une centralité extrêmement forte pour le socialiste, parce que, évidemment, le but, c'était de défendre les travailleurs, certes, mais il n'y a pas que ça. Il y a le rapport au quotidien, là, encore une fois, on tombe sur des questions quasiment anthropologiques. Qu'est-ce qu'on fait avec notre travail quotidien? Est-ce qu'on cherche à le valoriser et à dire, voilà, c'est quelque chose d'important pour nous, et c'est notre fierté, et nous allons renverser d'une certaine manière ce que l'on nous a imposé, c'est-à-dire le travail, l'exploitation. Maintenant, c'est à nous de montrer le contraire. Ça, c'est une des grandes utopies qui traversent les textes de ce moment-là. Voilà, ça sera le mot de la fin. On vous donne rendez-vous à 14h au stand des presses universitaires de France. Si vous voulez continuer de débattre avec les auteurs, tout le monde sera là à 14h. On vous attend, à côté de la Logra. À tout à l'heure. Et donc, à l'amphi de l'INSA, il y a un débat sur Marx et le travail.